Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez tous passé un bel été et de bonnes vacances. Bienvenue au 4e webinaire de l'Alliance des experts, un concept initié par l'Alliance des mobilités du CNPA. Optimiser et rentabiliser l'usage de votre parc de véhicules de garage, c'est le thème de notre webinaire du jour. Nous allons tenter de vous donner les clés pour faire face à ces deux enjeux. Et bien sûr, nos intervenants seront là pour répondre à vos questions que vous ne manquerez pas de leur poser dans le chat. Mais avant cela, Thibaut Sarrazin, le président de l'Alliance des mobilités, souhaiterait vous dire un mot sur le 19e métier du CNPA. Thibaut, c'est à toi. Bonjour Lionel, bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Donc, je suis Thibaut Sarrazin, comme le disait Lionel, président de l'Alliance des mobilités, mais également cofondateur de 2 startups dans le domaine de la mobilité que sont Convoicar et Kit. Je suis ravi de vous retrouver ici pour ce webinaire mensuel qui est dédié donc au nouveau service de la prévente automobile. C'est important pour moi de vous rappeler en quelques mots ce que fait cette Alliance des mobilités. Donc l'Alliance, c'est le nouveau métier du CNPA, le 19e métier du CNPA. On a été créé maintenant il y a un petit peu plus de 2 ans et on regroupe l'ensemble des startups du secteur de la mobilité. J'en veux pour preuve qu'on est une centaine d'adhérents aujourd'hui et de nombreuses startups nous rejoignent toutes les semaines. L'Alliance, le rôle de l'Alliance, c'est celui d'informer, de représenter, mais aussi d'accompagner les startups auprès des instances administratives, mais également auprès des 18 autres métiers du CNPA, avec un seul et vrai objectif, d'être un relais, un centralisateur d'innovation pour les métiers historiques du CNPA, que sont les concessionnaires automobiles, des loueurs de voitures, dont vous allez pouvoir parler aujourd'hui avec les intervenants. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous cherchez, vous, professionnels, à vous digitaliser, à innover au sein de vos structures, ou tout simplement faire de la veille sur les startups de la mobilité. On serait ravis que vous puissiez nous solliciter. Je vous rappelle ce que je vous disais à l'instant, qu'on est un vrai centralisateur d'innovation dans l'écosystème. C'est important aussi pour moi de vous rappeler que les startups développent des modèles qui ne sont pas concurrentiels aux vôtres. Ça, c'est un point qui est à souligner, mais bien complémentaire dans l'idée de vous accompagner dans votre digitalisation. Donc, c'est le principe de ces webinaires mensuels. Donc, les thématiques changent à chaque fois. Mettre en avant donc, la façon dont les startups et les métiers historiques travaillent ensemble. Il n'y a pas meilleur exemple que ces webinaires pour vous faire la preuve de la réussite et de la valeur ajoutée créée par des entreprises et des startups qui travailler avec elle. Donc, je vous laisse dans de bonnes mains avec Zi et Courtizy aujourd'hui. Et je tenais simplement pour conclure à vous dire que si vous souhaitez solliciter l'Alliance des mobilités, vous pouvez vous rapprocher de Camille Dumonchel et Marie-Valentine Dope au sein du CNPA. Voilà, je laisse la parole aux intervenants et je vous souhaite un très bon webinaire. Très bonne journée, au revoir. Thibaut, est-ce que vous m'entendez? Petit souci technique. On vous entend. Alors. Thibaut, est-ce que tu m'entends? Ah, alors j'ai perdu la connexion. Excusez-moi. Ah, excusez-moi, pardon Thibaut. Excusez-moi, petit problème technique, pardon. Donc j'imagine que tu as fini, je t'avais perdu un instant. Merci en tout cas Thibaut. Donc oui, je le répète effectivement, hein, si vous êtes vous aussi une start-up de la mobilité, bien n'hésitez pas, bien sûr, à rejoindre l'Alliance. Voilà. Après nous être intéressés à la visibilité des startups en ligne, puis aux services innovants de l'après-vente automobile, ainsi qu'au rôle clé de l'inspection automobile dans le parcours VO, penchons-nous aujourd'hui sur la meilleure façon d'utiliser vos véhicules de garage plutôt que de les laisser prendre la poussière au fond d'un hangar. Alors, comme à chaque webinaire, nous recevons 2 startups et leurs invités. Nous avons donc avec nous aujourd'hui Bénédicte Willems, fondatrice de Courtizy, et Laurent Evin, directeur de Zi. Ils seront accompagnés d'Arnaud Bouquet, chef d'atelier multisite chez Renault Retail Group, pour évoquer Courtizy, et Georges Burier de la société Axience pour Zi. Ne vous privez pas d'intervenir à tout moment
en posant vos questions dans l'interface située à droite de votre écran. Bénédicte, Laurent, je vous propose de débuter tout de suite en nous présentant peut-être d'une phrase en quoi consiste l'activité de vos startups respectives. Bénédicte, pour Courtizy, d'abord, on vous écoute. Alors oui, Courtizy est une application de réservation, une plateforme de réservation pour... Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui. Donc pour que les garages mettent leurs véhicules en location courte durée. Il y a un problème technique. Si tout le monde entend, écoutez, je passe la main à Laurent. Est-ce que vous m'entendez, Bénédicte? Je n'entends pas Bénédicte, mais vous m'entendez visiblement. Est-ce que Laurent m'entend? Oui, Lionel, et j'entends bien Bénédicte, moi. Oui, on s'entend bien. Est-ce que vous nous entendez, Lionel? Je suis désolé pour ce petit problème technique là qui visiblement tout fonctionnait bien jusqu'à un quart d'heure du début. À nouveau, on a de la vidéo. Visiblement, là, il y a un petit souci de liaison entre nous. Je m'en réfère à Camille du CNPA qui m'aide à préparer ce webinaire. Est-ce que tu peux m'adresser peut-être un petit message pour me dire si nos interlocuteurs nous entendent ou s'ils ont repris le... Oui, moi on m'entend, très bien, je suis ravi qu'on m'entende. Par contre, Laurent va se présenter, très bien. Alors, est-ce que Laurent nous entend? Et est-ce qu'il peut du coup intervenir pour rapidement nous présenter Xi, et Bénédicte fera ensuite de même avec Courtizy. Ok, donc je suis Laurent Evin, je suis le co-directeur de Xi. Nous, on est spécialisé dans la gestion de flotte connectée. J'essaie de me reconnecter, je suis absolument désolé. Visiblement, a priori, ça viendrait de moi. Problème, Lionel. Donc, je pense aussi. Je retente une connexion immédiatement. Ok, donc on va finir pendant qu'il n'est pas là. Donc on est spécialisé dans la donnée de mobilité connectée, la gestion de flotte et la capacité de donner la visibilité aux gestionnaires de véhicules à distance sur ce qui se passe dans leur véhicule en termes de maintenance, de contexte, de comportement de conduite, de sécurité ou de service. Merci beaucoup, Bénédicte. Oui. Bénédicte, je te laisse poursuivre. Oui, je vais commencer. Je vais refaire l'introduction. Je vais juste mettre le PowerPoint en action. Donc, on va faire la première partie sur optimiser. Bénédicte, excusez-moi, je suis revenu parmi vous, effectivement. Donc, on va enfin pouvoir lancer le webinaire. Pardon. Donc, effectivement, avec vous et avec deux premières questions peut-être pour le lancer, qui seraient d'abord, quel constat est-ce que nous faisons aujourd'hui et surtout, évidemment, quels sont les enjeux pour les gestionnaires de flotte sur ce sujet? Alors oui, effectivement, les problématiques sont s'additionnent de plus en plus depuis quelques années et rien ne se résout très franchement face aux pressions environnementales et politiques et des échéances en plus assez courtes. On a les réglementations ZFE, la loi l'homme, la loi climat résilience, qui effectivement accélère l'électrification, puisque cette année, on a eu une hausse de 25%. Et on doit faire face à donc, des nouveautés comme la diversification et la coordination de différents modes de transport. J'énumère les trottinettes, les vélos, l'autopartage, etc. Et on doit effectivement essayer de faire avec tout ce nombre de modes de transport différents qu'on pourrait agréger dans le MaaS, pour ce qu'on appelle les mobilités as a service. On va encore aussi additionner en difficulté les multiplications des énergies. Donc, au thermique, ça additionne l'électrique, mais l'électrique avec l'hybride rechargeable, non rechargeable, etc. Et donc, face à ça, on a seulement 28% des entreprises qui effectivement se mettent au goût du jour et s'actualisent, et se réinventent face à toutes ces nouvelles données.
Mais finalement, on est quand même en France un peu à la traîne et c'est pour ça qu'on fait ce webinaire, qu'on va essayer de vous proposer des solutions avec Laurent. Très bien. Oui. Laurent, justement, pour vous, quelles sont les données essentielles finalement à analyser et surtout par quoi faut-il réellement commencer? On voit sur ce que disait Bénédicte qu'un des premiers freins, en fait, c'est la peur du sentiment d'intrusion chez les conducteurs. Et je pense que toute cette problématique de surveillance des véhicules, qui n'est pas forcément que la surveillance de ce que font les utilisateurs, vient du fait qu'il y a aussi une méconnaissance de tout ce qu'on peut voir, comprendre. Nous, notre métier, c'est de lever le voile sur tout ça. Et c'est d'être capable de transformer des choses qui se passent entre les calculateurs d'un véhicule en données humainement compréhensibles. Et tout d'un coup, des voiles se lèvent, des choses s'éclairent. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mène, c'est permettre de visualiser ces informations pour permettre de changer des comportements. C'est-à-dire que le jour où j'ai vu, et c'est une statistique très bête, et le jour où j'ai vu personnellement que ma moyenne en kilomètres-heure sur le mois, c'était 18 km/h, sur tous mes trajets sur un mois, ça m'a quand même profondément challengé sur quel moyen exactement. Et mon premier réflexe, ça a été de dire, les gars, puisque mon équipe est plutôt IT, les gars, il y a un bug. Comment en un mois ma moyenne peut être à 16 ou 17,5 km/h et le premier réflexe, c'est que le bug, c'est entre la chaise et le clavier, c'était moi le bug. Et effectivement, zéro bug, mais la réalité, c'est que c'est ça. Donc, apporter la visualisation des données, ça change la vision des choses. Et aller plus loin dans ce qu'on peut aller chercher comme données, ça permet de dépasser aussi cette crainte de l'utilisation de ce qu'on appelle la télématique, le tracking, la gestion de flotte, exclusivement pour traquer les gens, savoir où ils sont, à quelle heure, etc., etc. Certes, ça contribue à la partie sécuritaire de la chose, qui est très importante. On en parlera tout à l'heure avec M. Burier. Mais c'est pas tout. Et en plus, on peut redistribuer du service au conducteur. Et c'est peut-être ça, en fait, la clé du changement. C'est d'être capable de partager la valeur de la donnée qu'on récupère, qu'on comprend du véhicule, que ce soit sur son comportement, sur sa maintenance, etc. La partager avec le conducteur, c'est aussi l'engager dans une démarche RSE, de décarbonation, de meilleur niveau de service, d'augmentation de la sécurité sur la route. Et de ce fait-là, ça peut devenir une vraie démarche d'entreprise et être partagé culturellement. Alors Laurent, justement, une fois prise vraiment la mesure du problème, comment passer à l'action? La mise en mouvement, c'est tout à fait... Je ne sais pas qui a la main du coup sur le slide, on peut avancer juste d'un slide. Hop. La mise en mouvement, c'est de ce fait-là anticiper. Anticiper pour la sécurité, anticiper pour la maintenance, anticiper pour permettre d'optimiser les consommations. Et c'est transformer une succession de données simples en événements qui vont apporter plus de richesse. Le plus basique, c'est une succession de points GPS qu'on va capter, on va le transformer en trajet. Et un trajet peut devenir une ligne. Et un arrêt pendant un trajet peut mener à capter de la surconsommation, par exemple. Tout comme des fluctuations dans des pressions peuvent permettre de se dire qu'il y a un problème de maintenance à venir. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'optique, on va dire, moderne du véhicule connecté et surtout de cette interaction entre quelqu'un qui gère des véhicules et ses données. C'est capable de lire entre les lignes, d'être assis à la place presque du conducteur dans le véhicule et de voir s'il y a un problème, voire même d'anticiper un problème qui arrive. Parce que c'est ça qui cause des coûts. Un dépannage sur la route, ça coûte cher. Un véhicule de service qui est arrêté, ça coûte très cher. C'est-à-dire, on a beaucoup de clients dans le BTP. Leurs camions servent à aller sur les chantiers. Un camion qui est en panne, ça coûte très cher. Un véhicule de service qui fait de la protection autoroutière, s'il est en panne, c'est un risque, c'est au bord de la route, et puis deux, c'est compliqué à gérer. Et le deuxième chose, c'est mesurer tout ça dans le temps. Donc, regardez ça une fois tous les 2-3 mois, 4 mois, ou le laisser tourner, ça peut être contre-productif. Parce que, c'est un coût, et le gain, pour moi, on ne le retire que quand on a un suivi dans le temps et qu'on a un vrai
objectifs de management, soit améliorer la maintenance, soit améliorer la sécurité, soit faire des économies d'essence. Donc, fixer un objectif, c'est clé comme toute démarche. Et là, pour dépasser justement uniquement l'histoire du tracking, il faut se fixer un objectif lié au parc de véhicules. Ça peut être diminuer son parc, ça peut être mieux l'utiliser, diminuer les consommations, diminuer les coûts de maintenance, diminuer l'accidentologie, diminuer les dépannages. Est-ce que vous auriez un conseil éventuellement à ajouter pour faire vraiment de cette démarche un total succès, on va dire? Le conseil, je dirais que c'est un peu avoir la fixation d'objectifs, c'est clé. Parce que nous, on gère en direct presque 300 flottes et on discute tous les jours avec ces gestionnaires de flotte qui peuvent être des véhicules légers, des véhicules lourds, des véhicules utilitaires. Et on voit que ceux qui en tirent le plus de bénéfices, c'est ceux qui ont fixé ces objectifs et qui sont capables de mesurer de ce fait-là. Est-ce qu'on est en train de les atteindre? Est-ce que ça stagne? Est-ce qu'il se passe rien? Est-ce qu'on régresse? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quels objectifs et ainsi de suite. Et je pense que pour beaucoup de gestionnaires de flotte, ou en tout cas de personnes qui ont en charge des véhicules, le premier réflexe, ce serait de calculer le coût total de ce véhicule et de voir quel levier on a dessus pour le diminuer, simplement. Que ce soit effectivement sur des coûts de maintenance, les coûts de la pneumatique, du carburant, de consommables. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on pourrait travailler et comment ces technologies vont permettre d'apporter des réponses? En faire une analyse vraiment objective, on va dire. Bénédicte, je reviens avec vous avec une dernière question, peut-être, on va dire, existentielle presque. Qu'est-ce qui coûte le plus cher au final? Faire rouler ces véhicules ou les laisser sur un parking? Justement, je rebondis sur ce que disait Laurent. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir les coûts. Donc, effectivement, le premier constat, c'est qu'on pourrait se dire, tiens, cette voiture me coûte trop cher, je vais la laisser sur le parc. En fait, elle reste déjà beaucoup sur le parc parce qu'en réalité, une voiture ne roule que 10% de sa vie. C'est trop peu. C'est rien. Et c'est rien du tout. Donc, effectivement, il faut créer une efficience dans son utilisation. Moi, je fais quelques calculs. Une voiture statique coûterait 32% de moins qu'un véhicule roulant. Mais ça, c'est dans les calculs. Dans les faits, effectivement, c'est ce que disait Laurent. Il faut vraiment analyser les différents coûts. Et là, on voit les choses différemment. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, les véhicules ont déjà beaucoup d'accidents à l'arrêt. Donc, ça ne sert à rien de les laisser sur le parking. Il vaut mieux les faire rouler. Et puis, clairement, mécaniquement, une voiture s'abîme beaucoup plus quand elle ne roule pas. C'est les pneus, les durites, tout ça s'abîme beaucoup plus. Quand elle ne roule pas, ça sèche et ça casse. Donc, on peut effectivement partir sur un coût global. Alors, on connaît très bien on connaît bien cette notion de TCO, de coût de possession, mais maintenant, il faut effectivement prendre en considération les coûts de mobilité. Donc, au TCO, en fait, on rajoute la manière dont le conducteur se déplace. Ça peut vraiment influencer sur l'entretien de la voiture. Quelqu'un qui freine beaucoup, qui a une conduite sportive, crée des frais supplémentaires sur le coût de la voiture. Et au TCM, on peut rajouter effectivement cette donnée de mobilité. Donc, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir le coût global. Donc, cette personne, elle va prendre cette voiture, peut-être qu'elle va la garer, louer un vélo pour pouvoir se déplacer à un endroit, revenir, reprendre sa voiture. En fait, c'est le coût global, le TCM, le coût total de mobilité. D'accord. De l'individu, pour le coup, ou de l'automobile alors? De l'automobile, parce que finalement, ça réduit le coût de la voiture. En fait, c'est un passage. On prend une voiture, on prend le vélo, on revient dessus, mais finalement, ça nous a permis déjà de ne pas stagner dans des bouchons, on essaye de rendre efficient la mobilité en fait en général. Pardon, Lionel. En fait, si je peux vous résumer en clair, on a tout intérêt à faire rouler son parc, en tout cas à minima, et on va voir dans la seconde partie effectivement dans quelle proportion peut-être ça doit se réaliser, quoi.
C'est ça. Et puis là, je parle pour le cas des garages. Un véhicule qui roule, c'est un véhicule qu'on voit. Et donc, ça crée l'intérêt, ça suscite l'intérêt et donc se vend beaucoup plus rapidement. Donc, effectivement, on a normalement tout intérêt à faire rouler les voitures. Voilà. Vous mettez dans la configuration effectivement de l'éventuel concessionnaire, par exemple, qui a intérêt à mettre plutôt son parc à la route plutôt que de laisser stagner sur un parking. Tout à fait. Très bien. Écoutez, je vous propose de passer maintenant, on va dire, à l'action, si je puis dire, en présentant les solutions pour le rentabiliser, justement, ce parc. Laurent, on va commencer avec vous. Peut-être, selon vous, quels sont les outils innovants aujourd'hui permettant une meilleure rentabilité, véritablement? Alors, la meilleure rentabilité, elle passe par une meilleure connaissance de ce qui se passe, de la structure de coûts. Et ça peut sembler être une grosse machine, même pour une entreprise qui aurait 2, 3, 4, voire 10 véhicules. Mais en fait, au bout de 2 véhicules, déjà, on rentre dans une structure de coûts qu'on maîtrise plus forcément parce qu'il y a une personne qui gère 2 véhicules. Il y en a un qu'elle connaît à peu près parce qu'avec un peu de chance, c'est le sien. Mais le deuxième, elle sait déjà pas ce qui se passe, où il fait l'entretien, comment il est fait, est-ce qu'il est fait en temps en heure. Est-ce qu'il s'use plus ou moins? Est-ce que dans le contrat de leasing qu'on a, d'ailleurs, est-ce qu'il vaut mieux la leaser, l'acheter? Donc il y a un vrai sujet. Et en fait, ce qu'on voit nous, c'est que souvent il y a un défaut d'outils, de connaissances. On fait comme on a toujours fait, ou par manque de connaissances. Et nous, notre société, on est les premiers concernés. On a 3 voitures de service. Basiquement, on regardait pas trop exactement sur quoi on pouvait économiser, voire même l'usage exact, et si on pouvait pas en remplacer une, la faire tourner, etc., etc. Donc le premier outil qui est finalement qui peut faire peur, mais il y a plein de checklists pour les calculer, c'est le calcul de ce coût total d'un véhicule entre la maintenance automatique, le carburant, etc., et puis les différents postes. Juste se faire un camembert pour chaque véhicule sur une année, il vous coûte combien avec quoi. Et ça permet de te dire qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Ensuite, je dirais, on tombe dans ce qu'on pense connaître de la gestion de flotte. On va mettre du tracking, on va traquer les gens, etc. Mais c'est intéressant d'aller plus loin et de suivre la consommation et de suivre les consommations d'un conducteur, par exemple. Pas dans une optique anti-fraude, ça arrive, mais déjà dans une optique de surconsommation, ne serait-ce que du véhicule. Une consommation qui augmente sur un véhicule, c'est un défaut de maintenance à venir. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller faire le réviser le véhicule et ça peut être très sensible. Pareil, la sous-pression des pneus, c'est sans doute 20% des véhicules qui sont concernés et c'est une hausse sensible de la consommation qui peut aller jusqu'à 10%. Donc, c'est intéressant de surveiller ça. C'est important de savoir son petit rapport tous les mois. On peut économiser des centaines, peut-être voire même des milliers d'euros à la hauteur d'une année. D'accord. C'est intéressant aussi de se projeter dans le suivi de la maintenance du véhicule, avoir les rappels automatiques, ainsi de suite, les comportements violents de conduite, on appelle ça comportement violent de conduite, mais les suraccélérations, c'est des surconsommations. Une succession de freinages violents, c'est un manque d'attention au volant qui peut mener à de l'accidentologie élevée. Du virage trop brusque avec des camionnettes chargées, ça peut occasionner de la casse. Donc tout ça, ça permet d'améliorer son service et de limiter les coûts adjacents au véhicule. Et puis pour finir, il y a plein de petits outils qui peuvent être distribués aux conducteurs, une application de conduite qui leur permet eux de récupérer de l'information sur ce qu'ils font, ce qui se passe, qui peut finir sur du challenge entre les conducteurs. L'utilisation du car sharing, on en parlera peut-être un peu plus tard avec Bénédicte, parce qu'un certain nombre de véhicules, peut-être qu'ils peuvent être partagés déjà en interne dans l'entreprise. Et dans certains cas, il y en a même qui passent le pas à faire un partage et une mise en location complète le week-end des véhicules. C'est une façon aussi de rentabiliser son véhicule. Et ça, c'est un vrai tout nouvel outil. Et puis, in fine, quand on commence à rentrer dans ces démarches-là, on voit qu'on peut aller renégocier des choses, alors un peu au cas par cas avec son assureur, par exemple. Il y a encore beaucoup il y a déjà beaucoup de clients qui ont fait ce switch, si je dirais, qui font déjà appel à ce type de solution. De nos clients, vous voulez dire? Oui, bien sûr, oui, complètement. Oui. Alors, est-ce que vous constatez nos clients, qu'il commence à y avoir une vraie prise de conscience, on va dire? Je dirais un quart de nos clients, la moitié de nos clients ont dépassé l'aspect pur tracking et l'aspect pure crainte. Après,
c'est très différent de secteur d'activité et dans la typologie des véhicules qui sont équipés. C'est-à-dire que des véhicules de société, des véhicules corporate, il y a le même besoin, il y a besoin de sécurité du conducteur. Certains de nos clients disent, mais moi, j'ai pas besoin du tracking. Je veux savoir si il y a besoin de maintenance, je veux vérifier le kilométrage par rapport à mon tracking, etc., etc. Donc, il y a une vraie différence en fonction des secteurs d'activité. Après, on a des véhicules de service qui servent à des équipes pour se rendre à des endroits, des chantiers, etc. Et là, il y a une plus forte problématique de sécurité, est-ce que les véhicules sont à l'heure là où ils doivent être, etc. etc. En tout cas, la récolte, on va dire, de la data fait vraiment partie désormais d'un aspect, c'est un aspect essentiel véritablement de la gestion de flotte désormais. J'aurais voulu poser une question peut-être à votre invité, Monsieur Georges Burier, donc de la société Axience. Je voulais vous demander, Monsieur Burier, est-ce que cette méthode, selon vous, vous paraît-elle vraiment utile pour améliorer la sécurité ou la maintenance, et comment est-ce que vous en tirez, vous, les bénéfices dans votre quotidien ? Alors oui, moi je suis convaincu du bienfait apporté à la gestion de la flotte de mon entreprise. Donc, rappelez-nous votre entreprise. Alors rapidement pour me présenter, donc moi Georges Burier, donc je suis chef d'entreprise d'Axience Rail Nord-Est Normandie. D'accord. Et donc, la particularité, donc je fais partie du groupe Vinci et je gère une flotte qui se déplace de Cherbourg à Strasbourg. Donc je gère beaucoup de véhicules de chantier, donc j'ai une activité travaux publics. Et donc avec tout un tas de problématiques associées. Et depuis maintenant 2018-2009, Vinci est engagé dans une démarche environnementale très très forte. Et donc moi, que j'ai commencé dans l'entreprise en 2018, donc on a commencé à monitorer assez sérieusement la consommation des véhicules, à mettre en place des challenges d'éco-conduite. Et justement, on parlait de gains, et en termes de gains, il y a un gain on n'a pas beaucoup parlé de ce gain-là, mais pour moi, il est essentiel, c'est le gain en termes d'économie de carburant et de CO2. Oui. Ça a été l'une des premières raisons pour laquelle j'ai voulu mettre ça en place. J'ai voulu mettre en place un vrai challenge éco-conduite. On a estimé qu'on pouvait faire une économie de 10 à 15% en faisant un vrai challenge, en monitorant les consommations et en monitorant aussi les rejets de carbone. On a ensuite le deuxième gain qui a été constaté et qui est pour moi très important, c'est un gain en termes de sécurité. Donc la sécurité, nous on a une activité ferroviaire, donc c'est très très important dans notre activité, et la sécurité routière fait partie des gros enjeux de nos structures. Et voilà, et globalement, il n'y a personne qui vient au travail pour avoir un accident. Donc aujourd'hui, moi j'ai souhaité monitorer les véhicules pour pouvoir avoir des workflows en cas de conduite anormale, par exemple avec des attelages, pouvoir vérifier s'il n'y avait pas des accélérations ou des virages pris un peu trop vite avec les gyroscopes intégrés dans les boîtiers pour vérifier justement, voilà, quand les camions sont trop chargés, s'il y a des virages qui sont pris trop vite. J'estime qu'il y a un danger. Il y a aussi une mise en danger de l'équipe qui est dans le véhicule, parce que potentiellement, il peut y avoir 6 à 7 personnes dans le fourgon. Et ce qu'on est, nous, actuellement en train aussi de mettre en place, c'est actuellement un monitoring de la somnolence et de l'attention au volant, avec différents systèmes de tracking, parce qu'on a aussi beaucoup de chantiers de nuit, avec beaucoup de retours de nuit. Et malheureusement, en début d'année, j'ai encore eu un cas dans mon entreprise avec une personne qui s'est endormie au volant et qui a percuté un terre-plein à plus de 110 km/h. Et heureusement pour lui, il n'a rien, mais le véhicule est détruit. Donc on travaille en permanence sur des solutions comme ça de somnolence pour pouvoir générer des alertes automatiques. Donc soit des alertes dans le véhicule via les haut-parleurs, ou alors des alertes au gestionnaire de flotte si par exemple c'est en pleine journée. Et je dirais que le dernier gain pour moi, c'est un gain en termes d'argent et en gain de temps aussi. Voilà, tout simplement, on doit savoir où sont nos véhicules pour pouvoir envoyer le véhicule le plus proche de l'intervention en cas de dépannage. Donc le fait de les monitorer, ça nous permet de savoir où ils sont. Ça nous permet aussi d'avoir les principaux voyants moteurs qui sont remontés, comme la batterie ou des voyants si le véhicule est en panne ou autre. Et la dernière chose, c'est que nous, on croise toutes ces données avec des outils type Power BI ou Tipeee qui nous permettent de générer des workflows
pour éviter qu'une personne monitore toute la journée toutes ces remontées de data. Moi, je souhaite qu'on génère des algorithmes qui nous permettent de nous remonter un certain nombre d'alertes conducteurs. D'accord. Voilà, vous gérez un parc de combien d'automobiles, vous m'avez dit? Alors, je gère un parc j'ai 2 poids lourds, j'ai une dizaine de fourgons et j'ai une petite vingtaine de véhicules légers. D'accord, donc une trentaine de véhicules en gros, d'accord. Et pour le coup, alors si je reviens juste sur l'aspect consommation, par exemple, là, le gain espéré donc de 10%, vous l'avez effectivement constaté, c'est effectivement. Alors on a mis en place des tests pour des véhicules légers où on a facilement constaté des gains de quasiment plus d'1 litre au 100 avec le même type de véhicule sur des trajets quasiment identiques. D'accord. On voit clairement les personnes qui jouent le jeu, qui sont sensibilisées et ceux qui continuent à conduire normalement, on voit clairement les écarts. Donc après, c'est clairement du management en entreprise. Bien sûr. Les personnes qui n'améliorent pas leur conduite, et ben voilà, on fait un peu de pédagogie, on les reçoit et on leur montre que la démarche fonctionne. On met des leviers aussi dans l'entreprise sur l'intéressement ou les participations, aussi maintenant grâce à tous ces critères. D'accord. Et ça fonctionne plutôt bien. Pour revenir à je vois ça, Laurent, le plus important et le plus gros combat, c'est de faire adhérer les collaborateurs à la démarche. Oui, comme d'habitude, si l'humain ne suit pas, de toute façon, ça a du mal effectivement à s'imposer en solution réellement efficace. Merci beaucoup, M. Loyer. Garder de la cohérence dans l'ensemble des actions. Voilà. Oui, je comprends. Merci pour votre témoignage. Bénédicte, je reviens vers vous. Parlons maintenant un peu des leviers dont bénéficient à la fois les professionnels de l'automobile. Lesquels peuvent-ils réellement activer pour la vente et l'après-vente? Alors, pour la vente, premièrement, effectivement, les comportements d'achat ont été plutôt bousculés. On a des concessionnaires qui doivent à la fois parer aux offensives des constructeurs en voulant mettre en ligne de plus en plus les voitures sur Internet, s'adapter à la révolution donc, de la mobilité, comme on en a parlé précédemment. Donc, c'est une période de grand bouleversement. Donc, les commerciaux doivent devenir des vrais conseillers techniques pour convaincre le client et trouver vraiment des solutions adaptées. On n'est plus du temps où on essayait de vendre le petit diesel là, qui restait dans le showroom à un papy qui fait 5000 km par an. Ça, c'est à proscrire. C'était une belle aberration, effectivement, mais oui. Mais bon, ça s'est encore vu, ça se voit peut-être encore un petit peu. Bien sûr. Donc, effectivement, il faut vraiment actionner le levier des formations. Il y a vraiment des outils qui sont bien, que ce soit par les constructeurs ou par des startups. On a même une qui fait partie de l'Alliance, que je citerai quand même, Actua Formation, qui justement font des formations spécialisées un peu plus techniques, pour connaître un peu plus l'électrique, les hybrides, parce qu'il n'y a pas photo. J'ai encore rencontré une vendeuse que je connais bien lundi et qui m'a dit moi j'y croyais pas, par force elle a dû rentrer avec une électrique chez elle. Depuis elle est devenue la meilleure vendeuse électrique de tout le groupe. L'essayer, c'est être convaincu, quoi. C'est ça, il n'y a pas de secret, il faut vraiment insister sur ce point, et la formation continue surtout, c'est le levier principal. Il faut proposer justement, pour savoir proposer les habitudes, il faut connaître la loi. Si vous ne savez pas les ZFE, parce que les ZFE, il n'y a pas qu'à Paris, il y en a maintenant, ça va être imposé sur toutes les territoires et sur les villes qui ont plus de 150 000 habitants. Enfin, ça commence à faire un certain nombre de villes en France. Les vignettes critères. La loi en plus change en ce moment tous les jours. Elle a déjà évolué pendant tout le mois d'août. On ne sait pas comment ça on va arriver à la fin de l'année. C'est pas fini. C'est pas fini.
En termes d'après-vente, alors là, vous me parliez de la vente, effectivement, et après-vente, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire alors, pour le coup? Au niveau de l'après-vente, on reste toujours sur le principe de la formation. Mais ça, c'est surtout les constructeurs, effectivement, qui le font. Et pour pouvoir anticiper ce qu'on entend en ce moment, encore cette semaine, un article sur oui, l'électrique, ça commence à coûter cher en entretien parce que justement, on ne sait pas diagnostiquer et tout ça. Donc voilà, on revient toujours sur le même sujet. Et puis effectivement, la digitalisation, c'est plus un objectif. Maintenant, c'est une méthode de travail. Il faut effectivement trouver les supports digitaux qui fonctionnent bien et qui soient pas trop nombreux et qui soient efficaces. En fait, on parle d'efficience pour l'automobile, mais on parle aussi d'efficience pour les outils digitaux. Et puis, ça permettra effectivement de pouvoir anticiper les fortes demandes de véhicules. On se retrouve à plus avoir de véhicules de location cet été. On est sur des problématiques assez basiques qu'il faut effectivement résoudre. Réussir à résoudre. Laurent, je vous redonne juste la parole. Vous aviez, je crois, une anecdote à propos de Noroto à nous raconter. Oui, alors je ne veux pas ostraciser Noroto. Ça pourrait arriver finalement à n'importe quel garage. Ça va pas être gentil pour eux, ça vous voulez dire. Non, c'est pas que c'est pas gentil. C'est une vraie anecdote d'usage des véhicules, et puis d'utilisation de la donnée qu'on peut capter, qui peut être valable pour n'importe qui exploitant un véhicule de courtoisie électrique en l'occurrence. Bon, là, il s'est avéré que c'était Noroto parce que c'est notre client et qu'il avait des i3 et qu'il était innovant dans dans son approche de service, puisqu'il proposait des i3 depuis maintenant 3 ans, 4 ans, en véhicule de courtoisie. BMW électrique. BMW, ouais. C'est ça, BMW électrique i3. Et donc, il y avait un problème, effectivement, de formation des équipes qui tournent beaucoup dans un magasin, qui ne réussissaient, qui savaient, quand ils donnaient les clés, qui ne savaient pas dire, sans aller voir le véhicule, et même parfois avec difficulté, quelle était l'autonomie restante, parce qu'il n'était pas surbranché, parce que parfois il revenait le matin, l'après-midi il repartait, il avait peut-être pas branché entre-temps, donc il fallait quand même qu'ils disent à la personne à qui il le prêtait, attention, vous avez 50 km, vous avez et c'était une vraie difficulté pour eux. Et en fait, on a. Vous voulez dire que la voiture, en fait, ne le renseignait pas spontanément sur l'autonomie restante, c'est ça, c'était pas évident. C'était pas si évident que ça sur le tableau de bord du premier modèle de i3. De la première version. Il fallait appuyer sur un bouton, voilà, exactement, la première version de BMW i3. Et puis, finalement, il nécessitait un peu de formation, clairement, à utiliser cette voiture-là. On n'est plus sur un véhicule où il y a la jauge de fuel, et puis voilà, c'est terminé. Et puis, si jamais il y avait un problème, de toute façon, tout le monde est habitué à aller prendre de l'essence. Là, c'est un peu plus complexe, c'est différent. Et donc, on leur avait mis à disposition une solution qui permettait de récupérer toutes les données de état de charge, le nombre de kilomètres restants, etc. Et il y avait même la pression des pneus, il y avait beaucoup d'informations, avec juste un petit tableau de bord. Il se connectait, il cliquait, vous voyez la voiture, est-ce qu'elle est en charge, à combien elle est de charge, et combien de temps il reste jusqu'à la charge complète, quel est le nombre de kilomètres possible avec. Et en fait, avant de donner les clés, en un clin d'œil, ils ont accès à toute l'information, qui permet d'améliorer le service et d'éviter tout problème malencontreux avec un client qui prend une voiture de courtoisie qui est content. En plus, électrique, ça peut sembler être le bon moment à passer. Un bel essai, oui, complètement. Un bel essai. Et c'est super, et qui se transforme potentiellement en galère parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Bon, donc, l'idée, c'est d'éviter ça aussi. Bon, donc, on a bien compris. Donc, Bénédicte, en résumé, pour vous, donc, il y a un véritable intérêt à tout cela pour réaliser véritablement de belles économies. Oui, tout à fait. On est tous convaincus de ça. Très bien, je regarde s'il y avait des questions, mais je n'en vois pas a priori dans mon chat. Écoutez, merci en tout cas de votre attention. Merci à tous. Moi, j'en ai vu une, Lionel, passer. Ah, pardon, alors je ne l'ai pas vu. Disait, alors, peut-on rejoindre l'Alliance? Et je pense que peut-on rejoindre l'Alliance? Bien sûr, vous y êtes largement conviés, tout à fait. Ça, faut voir avec le président Thibault. Et après, il demandait sur les données de flotte, il disait que c'était encadré par la CNIL, qu'il faut s'appuyer dessus, garantir le bouton. Alors, est-ce que vous pouvez la donner pour tout le monde, que tout le monde l'entende? Parce que, oui, c'est ça. Sur les données de flotte, c'est encadré par la CNIL. Il faut s'appuyer dessus et garantir le bouton vie pro, vie privée.
Oui, peut-on rejoindre? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, effectivement? Il y a toujours une inquiétude du grand public pour ça, hein, vis-à-vis de l'aspect à la fois professionnel et privé de l'usage de l'auto. C'est complètement encadré, et par la RGPD encore plus au niveau de l'Union européenne. Je pense qu'on fait partie d'une des régions du monde où il y a le plus d'attention portée au respect des données de vie privée. Et effectivement, tous les systèmes de flotte doivent permettre aux conducteurs de débrayer n'importe quel système de captation d'informations en vie privée pour ces trajets, surtout quand on a une voiture qu'on garde le week-end et pour lequel mixte, on a usage mixte, on va dire. la possibilité de faire des trajets perso. Donc on doit pouvoir par un bouton, par une app, par n'importe quel dispositif suspendre au moins la géolocalisation, puisque la géolocalisation c'est la donnée privée. Après la consommation, un niveau de carburant, etc. peut rester une information qui remonte, les voyants de défaut, etc. Tout ce qui est données privées doivent pouvoir être suspendues. C'est une obligation qu'on donne et qu'on transmet à nos clients, et ils ont obligation de partager ça avec leurs conducteurs. Et là, après, il y a des milliards de cas dans l'exploitation des véhicules, etc. Entre aussi les contrats de travail, ce que les gens ont signés. Il y en a qui des conducteurs qui devront de toute façon être traqués, qui ne pourront pas se mettre en vie privée. Un conducteur de bus ne pourra jamais mettre en vie privée le tracking du bus. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sujet. Mais pour des voitures de service, des voitures corporate, c'est obligatoire. Très bien. Écoutez, merci à tous, merci Bénédicte, merci Laurent, merci à vous, Monsieur Burier. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci à tous pour vos témoignages et surtout vos réponses très, très concrètes sur ce sujet extrêmement intéressant et ô combien important dans la gestion des flottes de tout un chacun et de toute entreprise notamment. Juste pour finir, d'abord, pardon d'ailleurs pour les problèmes techniques rencontrés au tout début de ce webinaire, j'en suis absolument désolé. Parfois, le web nous fait quelques petites farces. Juste pour finir, je voulais vous rappeler l'actualité de XI. XI lance à la fin de ce mois une nouvelle version de son outil d'optimisation des opérations et des flottes, baptisé EasyOps, avec de nombreuses fonctionnalités dédiées aux véhicules électriques, tandis que Courteezy, de son côté, est désormais disponible en version appli sur Apple Store et Google Play. Et en plus, l'outil professionnel est gratuit, donc n'hésitez surtout pas à le tester. Voilà, c'est la fin de ce 4e webinaire de l'Alliance des experts. Je vous donne rendez-vous déjà pour le mardi 9 novembre, toujours à midi. Nous accueillerons ce jour-là WeProve et Full Car Service, et il sera question du leasing 2.0, bref, des nouveaux usages en matière de leasing. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.